Hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Et je vais commencer par vous dire que je crois profondément que chacun peut vivre une vie extraordinaire. Chacun est libre de l'inventer à sa manière. Même si pour y parvenir, et ça j'y crois dur comme fer, il faut y travailler sans relâche et avec intention. C'est ce que j'essaye de faire depuis plus de 10 ans au travers de mon podcast, au travers de Demian, mon école de leadership et d'entrepreneuriat, mais aussi au travers de ma marque de joaillerie, Gemio, qui se développe maintenant à l'échelle mondiale. Tous les mercredis, je vais à votre rencontre pour essayer de vous aider à vivre votre propre vie extraordinaire, pour vous aider à réfléchir, à prendre de la hauteur, du recul, à la fois sur vos carrières, sur votre vie et bien souvent sur votre démarche entrepreneuriale, parce que je crois que rien n'est impossible à ceux qui rêvent d'assez grand. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec Delphine qui a créé la très jolie marque de vêtements de yoga et de fitness qui s'appelle Géopédie. Elle m'explique qu'elle a beaucoup essayé de travailler avec le monde de l'influence. Elle s'est intéressée au monde des influenceuses, elle a essayé de faire du gifting, elle a essayé de faire des partenariats et se rend compte finalement que ce n'est pas si facile. Donc on a essayé ensemble de craquer le modèle de l'influence pour elle, essayer de se rendre compte de qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, quelles sont les erreurs à éviter. Bref, j'ai essayé de lui livrer toute mon expérience et j'espère de tout cœur que ça l'aidera. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou au podcast, ou pourquoi pas à mes réseaux sociaux si jamais vous ne me suivez pas encore. Déjà, ça me fait ultra plaisir et puis en plus, ça m'aide à développer cette activité, surtout à développer la possibilité d'avoir plus d'invités prestigieux sur le podcast et puis surtout, ça me motive aussi beaucoup, donc je dois vous dire quand même. Voilà, bref, merci de vous abonner. Et maintenant, on passe à mon interview du jour. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Delphine, tu vas bien ? Salut Pauline, très bien, merci et toi ? Enchantée, ravie, je vais bien aussi, je suis ravie d'être avec toi. Est-ce que tu peux s'il te plaît Delphine commencer par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui sur cette leçon ? Alors moi c'est Delphine Zimmermann, j'ai créé la société Géopédie en 2021, donc c'est une marque de vêtements pour le yoga fitness qui s'est élargie cette année en fait aux vêtements pour la détente, le bien-être, les pyjamas. Et avant de sauter dans le grand bain de l'entrepreneuriat, j'ai passé 10 ans à l'international. J'ai travaillé successivement en Allemagne, en Suisse et à Vancouver au Canada dans le marketing. Ah, mais donc tu parles allemand ? Oui. Quelle chance. Je t'en veux, Delphine. Je suis jalouse. Bon, je parle un peu, mais c'est pas facile. J'apprends tous les jours. Ouais, le Schweizerdeutsch, par contre, c'est un cran plus loin. Donc c'est ça. Si ça peut te rassurer. Moi, j'habite en Suisse alémanique et j'avoue que le Schweizerdeutsch, donc le suisse allemand, c'est un autre niveau. Tu me donneras des cours, écoute. Bon, alors Delphine, dis-moi, c'est pas l'allemand qui t'amène ici, visiblement. Qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? Alors, c'est une question un petit peu rhétorique que j'ai déclinée ensuite en sous-question, mais ma grande question, c'est peut-on se passer aujourd'hui d'influence marketing quand on est une jeune marque de mode ? Tu veux dire d'influenceur, de gifting, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait te poser cette question ? Alors, en fait, donc j'ai créé ma marque de vêtements pour le yoga, le fitness et les pyjamas en 2021. Et j'ai eu différentes expériences plus ou moins réussies de marketing d'influence. Ouais. Et en fait, j'aimerais savoir comment, dans le futur, pouvoir améliorer mes campagnes d'influence, comment vraiment optimiser au maximum le retour sur investissement et faire en sorte que ça a un réel impact pour ma marque, que ce soit dans le à court terme et aussi à moyen et long terme. Bien sûr, parce que c'est un certain coût. Exactement. Écoute, alors moi je vais te donner, ça n'engage que moi. Je vais quand même te dire ce que je pense du sujet. J'ai d'ailleurs fait une formation sur les réseaux sociaux et il y avait tout un module entier sur l'influence. Je sais pas si tu l'as consulté, mais je vais te dire un peu le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que l'influence sur les réseaux sociaux, ça peut très bien marcher. Et des marques comme Pollen ou Cézanne, pour ne citer qu'elles, ont basé globalement quasiment toute leur croissance honnêtement sur cette stratégie. Donc oui, ça marche. Néanmoins, pour le faire bien, en fait, il y a plein de
manières de le faire, et donc il faut trouver la manière qui correspond à ta marque, parce que ce qui marchera peut-être par exemple pour Cézanne ou pour Pollen ou pour Gemio ne sera pas ce qui fonctionne exactement pour toi. Mais quelques grands principes que je peux te donner, et ça sera intéressant que tu me dises si ça va dans le sens de ce que tu as testé ou pas. Déjà, un premier principe, c'est que quand on est une petite entreprise encore avec assez peu de moyens, il faut être réaliste, et typiquement je te conseille plutôt d'aller chercher des influenceurs qui sont vraiment assez fans de ta marque, ou s'ils ne sont pas fans, en tout cas où tu sens au moment où tu les contactes qu'il y a une vraie appétence, parce que sinon c'est sûr que tu vas donner des cadeaux, c'est un peu évident ce que je dis, mais tu vas donner des cadeaux qui pour toi sont importants, mais dis-toi que la terre entière les arrose, ces gens-là, et que eux en fait t'es juste un énième cadeau. Et donc ça c'est peut-être le point principal sur lequel je voulais insister, c'est que quand on est un entrepreneur, on se rend pas compte, parce qu'en fait nous on envoie notre produit, on a trimé, c'est notre sang, c'est notre transpiration, on a mis toute notre énergie si tu veux pour créer ce produit qui nous coûte cher, et donc quand on l'offre à quelqu'un, c'est vrai qu'on se dit j'aimerais bien avoir quelque chose de bien en échange. Mais ça c'est notre manière à nous de voir les choses. De l'autre côté de la barrière, dis-toi qu'un influenceur, mais même un influenceur avec 40 000 abonnés, ce qui est bien mais qui est pas non plus les méga influenceurs aujourd'hui, reçoivent sincèrement mais quand je te dis des kilos, c'est littéralement des kilos par jour de cadeaux, et ceux qui souhaitent par exemple avoir des cadeaux ou qui font de l'affiliation vont recevoir des vestiaires entiers, des sacs entiers, pour citer certaines marques, je veux pas citer certaines marques, mais on peut recevoir par exemple 8 sacs dans toutes les déclinaisons de couleurs si tu veux. On peut recevoir un vestiaire illimité quasiment tous les mois. Donc en fait c'est ça, il faut réaliser que le problème entre guillemets du monde de l'influence, c'est que t'es en concurrence avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens que toi, et que donc certains influenceurs soit ont une appétence pour ta marque un peu émotionnelle parce que tu as réussi à créer un lien avec eux personnel toi en tant que fondatrice, soit vont en fait juste considérer que ton produit c'est un énième parmi d'autres. Et donc il faut réussir si tu veux à émerger dans cette très très vaste concurrence. Donc en gros, je pars un peu dans tous les sens, excuse-moi Delphine, mais ce que je veux dire c'est que l'influence au global, ça peut marcher, mais pour que ça marche, il faut que tu aies un angle. Il faut que tu aies un angle parce que si t'as pas d'angle, en fait, dis-toi que le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'argent que toi, qui vont arroser la terre entière, et du coup, ça va pas marcher. Alors, quels sont les angles que tu peux trouver ? Je t'en ai cité un, c'est le fait de devenir littéralement pote avec les influenceurs. C'est vrai que c'est pas si fréquent que ça qu'un fondateur de marque ou une fondatrice de marque qui a vraiment mise une fois de plus toute son énergie, tout son cœur dans son projet, en fait, je te dis devienne pote, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas que tu t'intéresses vraiment à ces gens, que tu passes du temps, finalement, d'une certaine manière que tu les séduises, parce que si jamais ils t'apprécient à titre personnel, oui, ils te feront des cadeaux, en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est une première technique qui marche. C'est celle que j'ai appliquée, par exemple, au début de ma carrière, avec Hélène de mon blog de filles, Hélène Le Gastelois, qui maintenant est devenue une vraie amie, je l'invite à mon mariage, voilà, on est vraiment sincèrement très amis, mais au démarrage, si je suis honnête, je me suis dit, ok, j'ai besoin de réussir à avoir des influenceurs qui parlent de moi. À l'époque, il y en avait beaucoup moins, Il se trouve que elle, je sentais qu'elle aimait sincèrement la joaillerie, et donc je l'ai démarchée, j'en ai pas démarché 150, j'avais fait un choix sur quelques-unes où je sentais qu'il y aurait une appétence pour nous en joaillerie, et c'est pas que je l'ai courtisée, mais disons que je me suis sincèrement intéressée à elle. Je me suis dit, ok, si jamais j'essaye de m'intéresser à cette personne, peut-être qu'un jour elle s'intéressera à moi. Et donc j'ai essayé de construire une vraie relation signifiante, pas où j'espérais juste qu'elle parle de mes produits si tu veux. Non, j'ai essayé de construire une vraie relation où je comprenais qui elle était, qu'est-ce qu'elle aimait dans la vie, je l'invitais, etc. Et vice versa d'ailleurs, puisque maintenant on a une relation très équilibrée. Mais donc j'ai construit, si tu veux, sur le long terme une relation. Donc ça c'est une première technique qui marche et qui est pas très coûteuse, mais elle prend du temps. Ouais. Et du coup, comment est-ce que t'as ouvert la porte, au début, pour construire cette relation avec cette influenceuse, parce que j'imagine, voilà, ça prend du temps, ça se construit. Ouais, bien sûr. Et c'était quoi au début ? C'était sur Instagram, moi, j'avais pas grand-chose à perdre. J'avais pas grand chose à perdre. Alors à l'époque, figure-toi que, mais ça je te parle de ça, moi je suis une vieille bique, entre guillemets. À l'époque c'était en 2012, donc Instagram était tout petit, j'avais pas de compte Instagram, on savait pas ce que c'était plutôt Facebook. Et en l'occurrence, elle avait un blog, et donc je l'avais contactée sur son blog. Et donc sur son blog, je lui avais envoyé un mail tout simplement en lui expliquant ce que je faisais, en lui demandant, si elle voulait découvrir les produits, et en lui proposant à l'époque une collab où je lui avais dit, écoute, moi j'ai pas beaucoup de moyens, mais si tu veux, on peut essayer d'imaginer, j'ai l'impression que t'es fan de joaillerie, j'avais quand même fait mon travail au sens où j'avais
vu qu'elle aimait sincèrement la joaillerie, et je m'étais dit, je vais lui proposer de co-créer avec nous un bijou. J'étais pas sûre qu'elle accepte, j'étais pas sûre qu'on y arrive, mais je me suis dit, je me mets à sa place, elle aime sincèrement la joaillerie, il y a peut-être pas beaucoup de marques qui lui proposent pas ça, et donc créer un bijou sur mesure. Et donc c'est ce que j'ai fait, et du coup on a beaucoup discuté ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble, et donc on a créé une relation d'amitié. Donc ça c'était mon approche, et aujourd'hui si tu veux, ça pourrait être effectivement en envoyant des petits messages réguliers sur Instagram, mais je pense que la relation physique est irremplaçable, et donc tout simplement faire découvrir ta marque en offrant peut-être quelque chose, mais réussir à créer un lien en passant du temps avec ces personnes-là, idéalement autour d'un projet comme je l'ai fait, ça peut être une collab, quelque chose comme ça, et un bon moyen de démarrer. Ouais, alors pour te faire juste un petit tour d'horizon de ce que moi j'ai déjà fait, voilà, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé ma marque, donc j'ai pu aussi un petit peu tester les eaux avec certaines influenceuses, et j'ai un petit peu eu de tout. Donc au tout début, quand j'ai lancé par exemple ma marque sur la plateforme Ulule de financement participatif, j'ai travaillé avec 2 influenceuses qui étaient plus spécialisée dans ce qui était mode éco-responsable, parce qu'il y a un élément que j'ai pas précisé. Effectivement, je fabrique des vêtements de yoga et fitness, mais c'est pas n'importe lesquels, on va dire. C'est que j'ai un positionnement très tranché, c'est fabriqué en France, à partir de matériaux recyclés, sans compromis sur le design et l'éthique. Voilà, on a des motifs qui sont hyper originaux. Enfin, c'est vraiment des produits que le consommateur ne va trouver nulle part ailleurs. Et du coup, j'avais eu quelques retombées avec ces 2 influenceuses. Il y avait certaines personnes de leur public qui avaient commandé sur la campagne Ulule. Donc pour moi, ça c'était des relations, des campagnes, voilà, on peut dire plutôt réussies, mais sans plus. Après, j'ai créé une relation avec la première youtubeuse de France de yoga qui s'appelle Ariane Yoga Coaching, qui a plus de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et c'est en fait une relation qui dure encore aujourd'hui, là, on crée une collection capsule, c'est-à-dire que c'est elle qui choisit ses motifs, voilà. Et là, je sens vraiment que la sauce a pris et que j'ai régulièrement des commandes de sa communauté. Génial. Moi, j'aimerais bien en fait reproduire ça avec d'autres, mais je me rends compte que c'est hyper dur en fait de trouver des influenceurs avec qui ça va vraiment super bien matcher. C'est vraiment en fait le nerf de la guerre, et c'est ça qui est le plus difficile. J'ai testé un petit peu du gifting avec des comptes peut-être un peu plus généralistes, fitness, mode, qui avaient pas mal de followers, on va dire à plus de 100K, mais je me suis rendu compte que le gifting, il y avait très peu de traction, parce que finalement, quand on paye pas, on n'a pas forcément de maîtrise exactement sur comment le produit va être présenté. Tu vois, c'est plus, je jette une bouteille à la mer, la personne, elle va présenter un petit peu en stories le vêtement, voilà, et puis pouf, après c'est fini, quoi. Et comme je le disais, il faut réaliser, si on se met de l'autre côté de la barrière, et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, c'est juste leur réalité. Moi, j'ai des amies influenceuses qui me disent, moi j'ai un problème aujourd'hui, c'est que je reçois tellement de produits, je ne sais plus quoi en faire, je n'en veux pas. Et donc en fait, ils ont un problème inverse. Ça paraît un peu, comment dire, prétentieux de dire ça, ou tu vois un peu, comment dire, tu vois, enfin bref, gâté peut-être, gâté, voilà, exactement. Mais bon, c'est un problème aussi pour elles. Et donc c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à leur disons que d'une manière générale, il faut se mettre à leur place. Je comprends ton point. Je pense que tu pourras peut-être le faire avec d'autres personnes, mais après, j'aurais envie de te proposer dans ce cas de tester une autre stratégie. Donc, tu as la stratégie de créer une relation signifiante dans le temps avec des influenceuses qui sont plutôt des grosses influenceuses qui vont avoir un gros pouvoir de prescription dans le temps, et ça franchement je te conseille de continuer dans la durée si tu veux à créer cette relation avec cette influenceuse que tu me citais, parce que franchement à mon avis elle va continuer à porter ses fruits dans le temps, et donc tu as vraiment intérêt à le faire. Maintenant tu peux aussi essayer d'aller viser d'autres choses, donc typiquement de viser peut-être des plus petites influenceuses, parce que là celle-ci elle a l'air d'avoir quand même tu me disais la première youtubeuse yoga, donc c'est quand même important, mais tu vois, d'aller chercher peut-être, il faut trouver ton angle une fois de plus, mais peut-être chercher les plus petites influenceuses qui ont moins l'habitude d'être sollicitées. Et d'ailleurs en ce moment ce qu'on appelle la micro-influence est très à la mode, parce qu'en fait ces personnes-là justement n'ont pas entre guillemets le travers d'être complètement gâtées, et donc au-delà d'être gâtées, si tu veux, de ne plus savoir quoi faire de leurs produits. Et donc typiquement elles vont être hyper contentes de mettre en avant un produit parce que c'est quelque chose de beaucoup plus original. Et donc peut-être que tu peux essayer cet angle-là, peut-être que tu peux essayer également, je sais pas si tu le fais, l'angle de l'affiliation,
où typiquement, je te parlais des marques comme Cézanne et Pollen, c'est vraiment quelque chose qu'elles utilisent énormément. C'est assez vertueux, c'est-à-dire que si jamais il y a une vente qui remonte dans le système d'affiliation qui vient de leur plateforme, enfin de leur compte Instagram par exemple, eh bien en fait ça va remonter et donc ça va leur faire des finances et donc ça va tout simplement être hyper vertueux pour elles parce que plus elles vont parler de ta marque, plus elles vont gagner de l'argent et donc à un bout d'un moment d'une certaine manière tu n'auras même plus besoin de les payer. En général, ce que font les marques pour être intéressants au niveau de l'affiliation, c'est qu'ils vont renouveler, on va dire, les produits et donc faire des giftings quand même assez réguliers, comme je disais là par exemple pour Cézanne et Pollen, c'est-à-dire assez régulièrement giftés. Donc c'est effectivement cher à faire, mais d'un autre côté, comme elles gagnent de l'argent, ces personnes avec de l'affiliation de l'autre côté, c'est vertueux parce que elles renouvellent. En fait, elles ont toujours une occasion, si tu veux, de parler de la marque. Et donc de dire il y a tel nouveau produit qui est trop bien, etc. Mais c'est un certain budget, budget. Donc après moi un petit problème aussi auquel je me suis heurtée, c'est que comme je suis encore une marque assez jeune, peu connue, avec peu de notoriété, tout ce qui est gifting, je me rends compte quand je contacte des influenceuses qui un petit peu qui sont très visibles, elles sont pas forcément intéressées, elles me le disent dans les échanges, elles veulent être payées clairement, alors que d'autre part elles vont accepter le gifting de marques beaucoup plus populaires comme Cézanne, Pollen, comme tu as cité en début de podcast. Donc c'est vrai que je me suis dit parce qu'elles savent qu'elles vont gagner beaucoup d'argent d'affiliation avec, tu vois, je pense. Et l'affiliation, en fait, c'est un système que j'utilise avec l'influenceuse que j'ai citée en début de podcast, là, la première youtubeuse de yoga française. C'est en fait c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord, en fait, comme ça qu'elle était ok que je la rémunère. Donc depuis le début, en fait, on fonctionne comme ça. Donc et ça marche pour elle et c'est hyper cool pour moi aussi parce que c'est vertueux pour les deux. Est-ce que tu penses qu'on peut négocier, toi, les tarifs d'une influenceuse quand on est une jeune marque, même plus tard? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que malgré tout, si tu veux, ça reste un contact humain. Donc, si jamais elles apprécient ton travail, tu vois, moi, je te prends cet exemple avec Hélène. Hélène, on l'avait quasiment pas payée. En tout cas, pas du tout autant que ce qu'elle, entre guillemets, mérite, si tu veux. Mais comme elle avait vraiment envie de faire cette collab, elle avait fait cet effort. Et nous, c'est ce qui nous a permis de travailler avec elle. Donc, il y a des gens bien. Il y a pas que ça, je vais être honnête, mais il y a des gens bien. Il s'agit de les trouver. Et donc, c'est pour ça que je te conseille pas de, entre guillemets, te contorsionner, tu vois, si jamais tu sens que ça fonctionne pas avec telle personne, qu'en fait elle a pas envie, en fait il faut même pas y aller parce que tu vas toujours être déçu, toi ça va te coûter très cher, tu vas pas avoir les résultats que tu veux et elle en fait elle aura peut-être l'impression de faire un effort mais finalement tu vois elle va pas être satisfaite non plus. Donc j'aurais tendance à te dire privilégie le naturel. Si jamais tu vois que globalement cette personne elle est ouverte à l'idée de travailler avec toi, à ce moment-là, vas-y. Et je te dis aussi, franchement, un truc que tu pourrais tester, c'est vraiment d'aller à fond dans ta niche, c'est-à-dire des influenceuses très sport, très yoga, très wellness, tu vois, ce genre de choses. Peut-être plus petites, mais il faut démarrer quelque part. Et en fait, si jamais tu démarres comme ça, peut-être que plus tard, tu pourras avoir accès à des influenceuses plus importantes. Tu sais, on parle de Cézanne et Pollen. Cézanne et Pollen, ils ont pas commencé tout de suite par travailler avec les plus grosses influenceuses. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, en fait, il faut commencer par quelque chose. Je pense que tu auras probablement plus d'impact, honnêtement, avec des plus petites influenceuses qui vont être vraiment fans de ton produit, qui vont apprécier la démarche, plutôt qu'une fois de plus, une grosse influenceuse qui certes a officiellement beaucoup de visibilité, mais où dans son compte il y a à boire et à manger, qui va pas forcément être vraiment fan de ton produit et qui va finalement avoir estimé peut-être qu'elle est moins bien payée avec toi qu'avec d'autres, donc en plus même pas faire d'efforts, tu vois. C'est super parce qu'en fait tu réponds à deux de mes questions, c'était du coup à quel moment de la vie d'une marque on peut faire de l'influence marketing, mais donc si je te comprends bien en fait faut mettre le pied à l'étrier tout de suite quoi, il faut commencer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut commencer à ton échelle. Voilà, c'est ça, puis après progresser. Voilà, et la deuxième question que j'avais effectivement c'est parfois on ressent pas forcément un attrait très fort de la part de l'influenceuse. Moi c'est vrai que j'ai besoin qui est un petit peu un répondant de quand je lance quand je propose à quelqu'un de travailler avec moi, j'ai besoin que la personne me dise c'est cool ce que tu fais, pas forcément une validation comme ça mais qui est un petit peu d'enthousiasme en tout cas. Et c'est vrai que parfois j'ai forcé un peu le truc avec des personnes, je ressentais pas forcément un super enthousiasme et en fait c'est dans ces cas-là en fait ça a un petit peu capoté. Donc écoutez aussi normal. Son intuition quand il y a pas de répondant, voilà, se dire en fait on n'est pas fait là pour travailler ensemble au moment T, faut pas chercher à forcer le truc quoi parce que c'est exactement. Et tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis au moment T et cette personne peut-être dans 2 ans quand ta marque aura grandi, qu'elle aura changé dans sa vie et tout, peut-être deviendra quelqu'un avec laquelle tu collaboreras. Donc j'aurais tendance à te dire de pas être hargneuse et de pas tu vois faire un combat ou de pas te les mettre à dos parce qu'en fait t'en sais rien, mais c'est juste que pour l'instant it's not meant to be, vous êtes pas tombés amoureux l'une de l'autre, ok c'est comme ça, tu vois c'est fine, on va pas te le vouloir.
avoir. Et effectivement, mais ça c'est un peu un conseil de vie que je peux te donner, ne pas forcer quelque chose qui est pas très naturel. Franchement, surtout dans des matières un peu humaines comme ça, parce que c'est le cas, franchement, il faut pas. À l'inverse, tu vas te rendre compte que parfois tu vas avoir quelqu'un, mais sans rien faire quasiment, elle va te faire des kilos de contenu, elle va être hyper fan, etc. Moi, je sais, tu vois, je suis pas, je me considère pas comme une influenceuse parce que typiquement, je ne fais pas de enfin, je n'ai pas d'affiliation sur mon compte, je mets pas en avant des produits plus que ça. Je peux le faire de temps en temps, mais quand je le fais, c'est justement purement spontané parce que vraiment j'ai aimé le produit et que j'ai envie d'en faire bénéficier ma communauté. Mais donc, si tu veux, la plupart des marques ne s'attendent à rien de ma part et ils ont bien raison parce qu'en fait, je ne fais pas de contenu pour eux, mais parfois ça sort et là, bam, ça a un super impact du tout. Et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour eux, mais c'est même pas voulu de ma part, tu vois. Je fais pas de calcul, c'est juste quand je suis sincère. Et je pense que t'as intérêt à aller chercher cette sincérité qui existe, mais il faut pas être dupe et il faut pas être victime de ses propres illusions ou de ses désirs, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as envie que ça marche que ça marche. C'est du business, c'est clair. Moi, j'ai une question un petit peu plus théorique, marketing. À ton avis, à quel niveau du tunnel de conversion l'influence marketing appartient-il? Donc, est-ce que c'est plutôt au moment de la découverte, de la considération ou de la conversion? Écoute, ça dépend en réalité de l'opération que tu fais. Typiquement, si c'est la première fois que tu fais une opération avec une influenceuse, ça va être de l'awareness, donc ça va être de la notoriété pure. Et ça, franchement, ça a un impact. Ça ne veut pas dire que cette personne, enfin les personnes qui voient ta marque, ils vont peut-être du coup s'en rappeler, ils vont peut-être aller sur ton site, mais globalement, ils vont pas forcément passer commande parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, tu vois, d'un tapis de yoga tout de suite ou d'une tenue, etc. Par contre, pour ça que c'est bien de créer des relations dans le temps, à force de le voir, au bout d'un moment, ce qui était de la notoriété va devenir de la considération et donc tu vas devenir presque un mot-clé si tu veux pour eux et ils vont se dire ah bah tiens maintenant je pense tapis de yoga et puis je pense à ta marque et donc si tu veux ça va venir à Géopélie, ça va venir en fait dans leur état d'esprit et puis ensuite la dernière étape qui est la conversion, c'est peut-être, et ça y est beaucoup de marques qui le font des codes promo tu vois avec des influenceuses avec lesquelles elles travaillent tout le temps. Si tu fais tout de suite un code promo avec une influenceuse qui te connaît pas, ça n'a pas d'intérêt parce que la communauté te connaît pas. Mais si à force d'en parler parce qu'elle est vraiment fan de ton produit, un jour parce que tu as une opération spéciale ou quoi, tu fais un code promo avec elle, là oui, ça marchera. Donc tu vois, disons qu'en fait, il y a toutes les étapes sont possibles, mais disons qu'il faut que toi tu travailles un peu ce tunnel. Je te dirais que commence au début. Moi, je te conseillerais de pas faire de l'influence avec 150 000 personnes. Essaye vraiment de trouver, je sais pas, 20, 30 influenceuses qui sont des influenceuses avec lesquelles tu sens que tu vas bien travailler, avec lesquelles tu sens que tu as du répondant, il y a un vrai attachement à ta marque et elles, donne-leur peut-être gift-leur, essaye de voir comment ça se passe, de les gifter régulièrement pour faire en sorte de te rendre compte, est-ce que dans le temps, un peu comme tu l'as fait avec cette Ariane, est-ce que dans le temps, tu vois, ça convertit? Et si tu fais ça, ensuite tu pourras déployer, tu vois. C'est vrai que si tu commences à gifter tout le monde d'un coup, je pense que tu vas dépenser beaucoup d'argent et tu vas pas vraiment voir les effets de tes actions. Oui, c'est sûr. Je rebondis sur un autre aspect de l'influence marketing. J'avais écouté une de tes leçons qui s'intitulait L'art de vendre ses produits en ligne et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que tu disais que avec Gemio, tu communiquais pas là où tous tes concurrents communiquaient, tu essayais de te démarquer. Et tu parlais notamment du cinéma que vous faisiez des bandes annonces au cinéma parce que au moment où tu faisais ça, en fait, c'était avantageux d'un point de vue prix et que tes concurrents ne faisaient pas ça. Donc moi je me suis posé cette question justement sur l'influence et je me dis bien évidemment je suis pas la seule marque à proposer des leggings de yoga. Du coup et avec l'aspect bien sûr éco-responsable, même s'il est bien sûr traité de manière différente chez nous, chez Géopélie. Est-ce que tu me déconseilles de travailler avec les mêmes influenceurs que mes concurrents les plus directs ou carrément faire d'autres opérations que de l'influence? C'est une bonne question. Alors déjà, de manière générale, tu as tout à fait raison. Si jamais tout le monde, avec beaucoup plus de moyens que toi en plus, utilise ce levier, dis-toi que tu vas en fait arriver avec un petit désavantage compétitif qui t'arrive un peu après la bataille. Donc ça, c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête.
Néanmoins, si tu arrives à trouver un angle, c'est pour ça que je disais, tu sais, influence, il y a influence et influence. Si tu arrives à trouver un angle où, j'en sais rien, parce que tu parles finalement peut-être pas des influenceuses du monde du yoga, mais j'en sais rien, du fitness par exemple, je dis n'importe quoi, c'est peut-être pas la bonne idée, ça peut te faire un angle, tu vois, qui est différent et qui va faire que tu vas réussir à toucher une autre cible ou en tout cas émerger là où d'autres ne sont pas. Donc c'est possible quand même que tu arrives à le faire, mais je te conseille quand même effectivement de toujours réfléchir où est toute ma concurrence, parce que s'ils font tous comme moi, c'est pas évident d'émerger. Maintenant, concernant ta deuxième question qui est est-ce que je dois travailler avec les mêmes influenceurs que ma concurrence, j'aurais tendance à te dire, évite si tu peux, c'est pas toujours possible, mais c'est sûr que des influenceurs qui n'ont pas beaucoup collaboré avec d'autres marques auront à mon avis plus de puissance, parce que en fait, mets-toi à la place du consommateur. Si tu vois sans arrêt des marques de leggings et de tapis de yoga et dans cet univers en fait chez telle influenceuse, en fait tu sais même plus chez qui choisir. Tu te dis que cette influenceuse en tout cas, elle bouffe un peu à tous les râteliers. Donc effectivement, t'as plutôt intérêt à aller choisir des influenceuses, mais donc il y a un vrai travail de sourcing à faire. Une influenceuse qui a pas trop communiqué sur ces choses-là avant, et c'est pour ça que je te dis peut-être des plus petites, ce qui est bien, c'est qu'elles auront peut-être pas encore été contactées par exemple par des plus grosses marques. Ouais, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un terrain un peu plus vierge, façon de parler. Ouais. C'est sûr. À ton avis, une fois qu'on a fait cette campagne d'influence marketing, comment est-ce qu'on peut continuer à bénéficier de la collab? Moi, je sais par exemple, j'ai utilisé sur ma page d'accueil les photos des influenceuses qui portent mes vêtements pour l'utiliser en termes de social proof, j'ai marqué validé par la communauté. Est-ce que tu penses à d'autres manières de continuer à surfer un petit peu sur la vague de ce qui a été fait pendant ces campagnes d'influence pour continuer à en tirer le plus possible? Je dirais qu'il y a 3 manières principales. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas en tête, mais la première, c'est ce que tu fais, la social proof, donc sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, en fait, tu les retags, etc. Idéalement, dès que c'est sur ton site internet, faut quand même leur poser la question en amont, parce qu'en fait, théoriquement, c'est une utilisation de leur image quand même. Donc voilà. Le deuxième point, ça serait même d'utiliser ces contenus pour en faire de la publicité. Donc là, pour le coup, il faut vraiment s'être mis d'accord avec elle et avoir en général payé un petit supplément, mais ça peut être intéressant, parce que tu sais, maintenant, sur Facebook Ads, donc sur la plateforme pour faire de la publicité sur Facebook, tu peux sponsoriser le post de quelqu'un d'autre, et donc ça peut être intéressant parce que mettons t'as une influenceuse, je sais pas, mettons qu'elle s'appelle Anna qui a publié un post avec ton legging, et bien tu peux toi le sponsoriser, mais donc ça apparaît à son nom. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça fait encore plus natif si tu veux dans l'application, et donc en général en termes de performance c'est plutôt intéressant. C'est pas très très compliqué à faire, si tu tapes sur Google tu trouveras, si tu l'as pas encore fait, c'est assez intuitif. Et puis le troisième levier qui peut être intéressant après la publicité, il m'est sorti de l'esprit la publicité et le social proof, c'est l'affiliation évidemment, on en a parlé. Voilà, mais qui quand même est pas mal un must-have aujourd'hui, parce que déjà elles sont assez habituées et que elles voient bien, si tu veux, toutes ces influenceuses, que quand elles ont entre tous les mois, si tu veux, un peu des revenus qui tombent, c'est sûr qu'elles ont plus envie de parler de ta marque. Donc je dirais que ça, pour les faire vivre dans le temps, ça peut être bien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi des concours justement en partenariat avec les influenceuses? Moi j'ai fait l'expérience en fait d'avoir plutôt pas mal de traction au moment du concours. Après, une fois que la gagnante est tirée, c'est vrai qu'il y a un petit peu défection dans les rangs, des gens qui quittent, qui se désinscrivent en fait de la page, parce qu'en fait ils se sont un petit peu inscrits pour le concours, on va dire. Et du coup, ça fait un petit peu les montagnes russes, en termes de following. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, en fait, comme tout, malheureusement, je te fais un peu des réponses de Normande, mais c'est parce que c'est pour ça que c'est difficile le marketing. C'est qu'il n'y a pas de vérité, au sens où tu vas pouvoir faire un concours avec une personne qui est parfaitement en phase avec ta cible, qui est vraiment sincèrement fan de ta marque, et ton concours va cartonner et tu vas gagner, 4000 followers d'un coup, et ça t'aura pas coûté très cher. Et à l'inverse, tu peux choisir une influenceuse que tu payes cher, qui sur le papier est super, etc., et tu vas gagner 200 followers. Donc j'ai envie de te dire, malheureusement, c'est extrêmement aléatoire. Donc ça peut faire partie de ta stratégie, mais je te conseille là encore d'en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de te focaliser sur des personnes qui sont sincèrement intéressées par ta marque, où tu sens en fait souvent aussi que tu as déjà dialogué avec elles, qu'elles ont
déjà parlé de tes contenus. Je commencerai pas de but en blanc, tu vois, par une démarche commerciale de je paye telle influenceuse pour gagner des followers et faire un concours, parce que ça, malheureusement, ça a marché, hein. Il y a une époque où ça marchait, mais ça marche plus vraiment. Et donc c'est plutôt ça, hein, ceci dit. Je dirais que maintenant la communauté est assez blasée de voir tous ces jeux concours, et donc en général ils ont envie qu'il y ait un tout petit peu de sincérité, tu vois. Ouais. Et du coup, pour conclure, une question peut-être un peu plus générale, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre en termes d'impact ou de retour sur investissement d'une campagne d'influence à court, moyen, long terme? Bah sincèrement, tu peux tout à fait avoir des campagnes d'influence qui sont très rentables. Tu peux, enfin ça c'est à toi de voir, mais tu peux avoir des campagnes d'influence qui vont faire de la notoriété, qui vont pas être très rentables, mais où tu vas être vu. Et tu peux, et je pense que c'est ce que tu as intérêt à viser, avoir des campagnes qui sont rentables, c'est-à-dire que tu dépenses moins d'argent que ce que tu génères de chiffre d'affaires avec tes campagnes. Pourquoi ça? Parce que une fois de plus, t'as trouvé, et c'est pour ça que j'en reviens à cette question du sourcing initial, t'as trouvé des influenceurs ou des influenceuses qui vraiment sont alignés, en fait, c'est même pas une question de leur état d'esprit, mais sont tellement alignés avec ton audience, avec ce que tu vends, avec ton produit, que tout simplement, en fait, ça marche, que ça parle à leur audience, et donc que ça convertit. Et c'est tout à fait possible, c'est pas facile à trouver, il y en a pas en général, malheureusement, il y en a plus qui ne convertissent pas que d'autres qui convertissent, mais donc je te conseille au démarrage, en tout cas, de commencer par avoir une démarche qui est assez héroïste, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher des influenceurs ou des influenceuses qui sont en affinité avec ta cible, plus petit, de telle sorte que ça soit rentable pour toi. Parce que si c'est rentable pour toi, ensuite tu pourras peu à peu élargir. Alors que si tu commences très gros tout de suite avec des grosses influenceuses avec lesquelles ça marche pas, je pense que tu vas être frustré et c'est normal, tu vas dire l'influence ça marche pas et du coup tu vas arrêter d'en faire. Bah écoute, effectivement, c'était un petit peu ce pourquoi je posais ma question, c'était que j'en étais arrivé un petit peu à un sentiment d'échec en fait, de me dire je fais de l'influence, mais je sens qu'il n'y a pas vraiment de traction, enfin pas autant que j'aimerais en tout cas. Et je pense que ce que je retiens vraiment de notre échange, c'est l'alignement. Je pense que c'est vraiment clé. Et ça me paraît effectivement cohérent parce que j'ai effectivement cette influenceuse Ariane Yoga Coaching avec qui ça marche très bien et on s'est rencontrés, on se connaît, voilà, on partage des choses et ça marche quoi sur la durée. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de construire quelque chose dans la durée, pas juste une action one shot. De faire moins mais mieux. Ça te prendra plus de temps, mais voilà, que tu t'investisses finalement du temps sur ces personnes parce que en fait, si on voit les choses, on se plaint un peu des influenceuses en disant ah bah elles sont gâtées, en tout cas elles nous traitent mal et tout, mais on fait un peu pareil finalement quand on arrose toute la place, tu vois, on les prend un peu comme comme si c'était des panneaux espèces de panneaux publicitaires ambulants, tu vois. Alors ça reste des êtres humains finalement. Oui, on est bien d'accord. Bon, bah écoute Delphine, en tout cas je te souhaite bonne chance. Alors quand même, redis-nous d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être intéressées justement par le monde du yoga, où est-ce qu'on peut retrouver ta marque? Alors, la marque, c'est geopeli.com. Ça, c'est le site internet. Ça s'écrit Ça veut dire quoi, Geopeli? Alors, ça va te plaire puisque tu aimes les oiseaux. C'est le nom d'une toute petite colombe. Ah bah tu vois, je savais pas. Génial. Geopeli. C'est un petit clin d'œil aux nombreuses postures de yoga qui portent justement des noms d'oiseaux et à la symbolique qui se cache derrière la colombe, le symbole de la paix et de l'amour, puisque les vêtements sont vraiment faits dans le respect des hommes et de la planète. Et on a lancé cette année une nouvelle catégorie de produits qui sont des pyjamas et des vêtements d'intérieur. Et sur Instagram, c'est @geopeli.store. Super. Et ben Delphine, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.